invitation à intervenir dans ce si important colloque international. Je voudrais également remercier mon ami Jean-Pierre Poulain. Comme vous le voyez, le sujet de cette intervention porte sur le tourisme associé à durabilité et alimentation. Ça fait maintenant de nombreuses années que j'ai l'occasion de côtoyer la question de l'alimentation liée au tourisme. Et je voudrais développer devant vous 3 points. D'abord, la question de la durabilité, ensuite la question du tourisme durable, et enfin la question de l'alimentation peut-elle contribuer au développement touristique? Vous voyez un peu l'objectif à atteindre avec l'excellence que constitue la photo de ces quelques truffes de notre région du Sud-Ouest. Concernant le développement touristique durable, nous connaissons tous les buts de ce développement touristique durable. C'est le renouvellement de la matière, la garantie pour les nouvelles générations. Et dans durabilité, contrairement au mot anglais sustainable, on met l'accent sur la durée du développement. Et vous avez là un symbole de durée de développement avec ce mûrier que j'ai eu l'occasion de visiter le mois dernier en Chine, dans la province du Shandong, qui apparemment aurait 1500 ans. Donc peut-être que 1500 ans, ce n'est pas l'objectif pour chacun d'entre nous, mais cela nous montre le chemin de la durabilité. Le tourisme durable, c'est bénéficier aux populations, mais aussi répondre aux souhaits des visiteurs. Parce que les visiteurs vont là où il y a l'attractivité touristique, en atteignant des buts environnementaux, sociaux et économiques. Donc on a le développement durable, on a le tourisme durable, et maintenant l'alimentation. L'alimentation, on pourrait dire, est au cœur du développement du tourisme durable, à la fois pour le producteur et pour le consommateur. Pour le producteur, parce que à partir de l'alimentation, on peut différencier, on l'a vu ce matin, la destination et l'attractivité pour les touristes. Et là, vous avez une photo d'un symbole du Portugal, qui est le bacalhau, la morue, qui constitue une forme d'attractivité très forte pour le Portugal. Et les consommateurs, eux, les visiteurs, les touristes, souhaitent une découverte et la découverte de nouveaux produits. Donc voilà ce que constitue l'alimentation pour contribuer au développement touristique durable. Cependant, mesdames, messieurs, il faut faire un constat. Ceci est un échec. Ça ne fonctionne pas. On est dans une situation même qu'on peut qualifier aujourd'hui de catastrophique si on compare les pratiques alimentaires des touristes et les objectifs de développement durable. Il y a un fossé entre les bonnes intentions et la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est le gaspillage alimentaire, c'est la détérioration des pratiques alimentaires, c'est même un comportement destructeur. Vous en avez là un symbole avec le fast-food, mais il y a pire que le fast-food. Et il faut bien voir qu'ici en Tunisie, on est largement dans une destination touristique destructrice de ce point de vue-là.
Comme vous le savez, le développement de l'hôtellerie en Tunisie, mais c'est le cas aussi en Turquie, c'est le cas dans beaucoup d'autres destinations, se fait à partir du all inclusive. Le all inclusive, cela veut dire le gaspillage alimentaire, la prolifération. On attire les touristes parce qu'on veut leur offrir toutes les boissons alcoolisées, non alcoolisées, sucrées, et en même temps, on veut leur offrir le maximum de nourriture à toute heure du jour et de la nuit. Bien, c'est ça la réalité du tourisme. Donc, lorsque on analyse la question de la durabilité du tourisme et de l'alimentation, nous sommes aujourd'hui au niveau mondial, bien sûr il y a des exceptions, nous sommes au niveau mondial dans une situation alarmante. Alors il faut réfléchir à des actions pour le futur. Ces actions, c'est repenser la liaison entre le secteur des cafés, hôtels, restaurants et leurs fournisseurs en ce qui concerne l'alimentation. Et là, on pourrait dire tout est à faire. À part, bien sûr, un hôtel de luxe, 3 étoiles Michelin, qui va avoir son propre jardin potager et qui va pouvoir développer un circuit court. Mais ça, c'est une exception. La réalité, c'est la relation industrielle entre les hôtels et les producteurs alimentaires. Le deuxième point, c'est qu'il faut rechercher la qualité, mais la qualité sans la compétitivité, ça ne sert à rien. C'est l'exemple que je viens de donner à l'instant. Donc, il s'agit d'innover de façon à ce que la qualité soit compatible avec la compétitivité. Et le troisième point, c'est peut-être le plus important. Il y aura durabilité, tourisme et alimentation dans le bon sens s'il y a frugalité. Frugalité, cela veut dire que les touristes, les consommateurs, mais aussi les hôteliers, les restaurateurs, doivent aller dans le sens de la frugalité. Et les exposés qu'on a eus ce matin sur la liaison avec la santé sont évidemment fondamentaux de ce point de vue-là. Vous en avez un exemple ici dans la photo, qui est une convention entre la FAO et justement cette région de Chine où on pratique cette durabilité. L'arbre que je vous ai montré, j'ai oublié de dire, c'est un mûrier. Il y a donc tout un système à la fois alimentaire et de protection de l'environnement lié au mûrier dans le sens d'un développement durable. Et ce développement durable a été acté en quelque sorte par ce document officiel des équipes de la FAO qui sont rendues sur place. Voilà quel est le constat. Mesdames, Messieurs, c'est un constat qui est, j'espère, qui n'est pas, j'espère, sans appel. Il faut aujourd'hui une mobilisation de tous les acteurs économiques et du tourisme, à la fois politique, à la fois professionnelle et également des consommateurs, pour aller vers cette approche de tourisme, alimentation, durabilité. Et puis, il y a enfin cette conclusion, je voudrais commenter en un mot, c'est le mot respect. Respect du consommateur, respect du producteur, respect de toute la chaîne alimentation-tourisme. Afin que vous voyez cette photo que j'ai prise moi-même en Tunisie, je crois que c'est dans la région de Sousse. Et il y a cette chaise vide. Bien, il faut que cette chaise ne reste pas vide. C'est la chaise d'un des guides ou, disons, d'un professionnel. Mais ça peut être aussi la chaise d'un consommateur, d'un touriste, d'un visiteur.
eh bien, il faut faire en sorte que cette chaise ne soit pas vide, mais qu'elle soit occupée à bon escient. Voilà, mesdames, messieurs, quelques éléments concernant le fruit d'une expérience de plusieurs années. Et je voudrais ajouter un mot, un exemple. Il y a quelques années, j'ai été amené à conduire une mission de l'Organisation mondiale du tourisme aux Seychelles. Le but, c'était de faire en sorte que les hôtels des Seychelles n'achètent plus de produits congelés, mais au contraire s'adressent aux fournisseurs locaux. Donc on est allé avec une équipe, on a interviewé, on a même discuté plus longuement. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? Que si un hôtel de plus de 100 chambres aux Seychelles veut s'approvisionner auprès des producteurs locaux, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il va dans le marché local, il va tout acheter. Il ne restera plus rien pour les consommateurs locaux. Et s'il achète tout, bien, une autre fois, il va aller au marché local et il n'y aura pas les poissons dont il a besoin. Pourquoi? Parce que les pêcheurs locaux, ils pêchent au jour le jour. Donc cela veut dire qu'il faut sortir de l'image d'Épinal qui consiste à dire le circuit court, c'est la solution. C'est beaucoup plus complexe que cela. Les hôteliers, les restaurateurs, ils ont besoin d'avoir un suivi de leurs approvisionnements. Il faut par conséquent que les fournisseurs locaux puissent le faire. Et donc, il faut faire en sorte que ce qui est impossible devienne possible. Et pour reprendre cet exemple des Seychelles, un des hôtels que nous avions visité a investi pour acheter des bateaux de pêche aux pêcheurs de façon à s'assurer d'une régularité de l'approvisionnement. Investi également pour fournir du matériel agricole aux agriculteurs maraîchers de façon à ce qu'ils puissent produire suffisamment sans que l'on ait une concurrence entre consommateurs locaux et touristes. Ceci, c'est un exemple qui indique l'ampleur des enjeux, l'ampleur des défis. Je vous remercie. Oui, s'il y a des questions. Bon, on verra après peut-être. On verra. Oui, il va y avoir le panel. Regardez l'ordinateur. تعرفوا لي ايش بطاقة قدامك مش يتكلم وتقدر عادي شوش هاي par là. Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis personnellement ravie d'être parmi vous dans ce colloque pluridisciplinaire. Merci aux organisateurs
qui nous ont, avec mes collègues, associés donc à ce colloque. Alors, dans ce panel, nous allons vous entretenir donc de la contribution des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et je commencerai en guise d'introduction donc de parler de l'état de ressources aquatiques vivantes et de leur environnement. C'est compliqué, hein? Pardon. Alors, selon les spécialistes, l'agriculture est à court d'options sur la terre ferme. L'exploitation de la terre est limitée par la réduction de surface disponible et nous connaissons les multiples raisons. À titre d'exemple, le taux de croissance des rendements des principales cultures céréalières n'a cessé de baisser à l'échelle mondiale depuis la fin du siècle dernier. Dans cette situation, ce sont alors les écosystèmes aquatiques qui ont le potentiel d'assurer une alimentation durable. Alors, pour différentes raisons, la première étant qu'ils sont beaucoup plus étendus que ceux de la terre émergée. La deuxième raison, ils sont peuplés dans leur volume entier. Par exemple, le volume habitable des mers et des océans est 300 fois supérieur à celui des habitats terrestres et qu'ils abritent le plus grand nombre d'espèces. Tous les groupes y sont représentés, des bactéries jusqu'aux mammifères. Les écosystèmes aquatiques fournissent un vaste éventail de biens et de services indispensables à la santé et au bien-être de l'humanité et essentiels au développement durable. Ce rôle a d'ailleurs été reconnu dans le programme du développement durable à l'horizon 2030 et dans ses objectifs. Ces biens et services se répartissent en 3 catégories que je vais évoquer brièvement. La première catégorie est qualifiée de services écosystémiques tangibles non commercialisables. Il s'agit de services fonctionnels essentiels pour la vie humaine, comme le dégagement de l'oxygène, donc qui est disponible sur la Terre, ou l'absorption des émissions de dioxyde de carbone. La deuxième catégorie, ce sont les biens et services commercialisables. Il s'agit de services pratiques, supports des différents types d'activités économiques. Et ce qui nous intéresse le plus dans cette catégorie, c'est la récolte de ressources vivantes pour l'approvisionnement en nourriture, mais aussi pour la biotechnologie marine. Il y a aussi, en plus des ressources vivantes, il y a l'extraction de ressources non vivantes et les activités dans et autour de la mer, dont le tourisme et la récréation. La troisième et la dernière catégorie, ce sont les services écosystémiques immatériels. Nous savons que l'homme apprécie les étendues aquatiques pour différentes raisons qui peuvent être esthétiques, culturelles et même religieuses. Alors, parmi ces services, l'approvisionnement en nourriture pour la consommation humaine provient de la pêche de capture et de l'aquaculture. L'aquaculture, sur le graphique, est en bleu et les apports de la pêche en vert. Alors, les ressources marines vivantes constituent donc un enjeu pour l'alimentation, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais aussi pour le fait que
2,2 millions d'espèces demeurent inconnues, ce sont les estimations, et on ne connaît donc actuellement que 250 000. Donc c'est un gisement pour l'avenir. Alors, les écosystèmes aquatiques constituent de ce fait un gigantesque réservoir de ressources alimentaires pour le futur. De plus, la plupart des produits générés par l'aquaculture qui est en plein essor et qui, ces dernières années, donc enregistre des niveaux records, sont destinés à la consommation humaine. La consommation d'ailleurs humaine mondiale de ces ressources augmente actuellement plus rapidement que la population humaine. Et dans le rapport de la FAO de 2022, il est indiqué que près du double de la croissance, qu'elle constitue près du double de la croissance démographique annuelle. Cette augmentation traduit l'importance dans la satisfaction des besoins en matière de sécurité alimentaire des bioressources aquatiques. Alors, les aliments aquatiques fournissent à la population mondiale 7% de l'ensemble des protéines, 17% des protéines animales, plus de 20% et surtout, plus de 20% des protéines animales à plus de 3 millions de personnes, principalement dans les régions du monde où la faim est la plus répandue. Toutefois, donc, une multitude de pressions anthropiques engendre des effets en cascade sur les ressources aquatiques vivantes et sur leur environnement. Je vais les passer en revue rapidement. Nous avons la multiplication des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à gauche, vous avez la pression. Ensuite, l'effet de cette pression et puis l'impact sur l'environnement et sur les bioressources. Alors, comme effet, c'est la hausse des températures, l'acidification des mers et des océans, avec, comme vous le voyez sur le tableau, donc un impact négatif sur l'environnement et sur les bioressources. La deuxième pression, c'est les rejets domestiques, donc d'origine industrielle, agricole et aquacole, qui génèrent donc la pollution de l'environnement et des écosystèmes donc aquatiques en général. Sachez que 80% de la pollution marine est d'origine continentale, ce qui engendre aussi donc un impact négatif aussi bien sur l'environnement que sur les bioressources. Autre pression, c'est la littoralisation, avec comme effet l'accélération de l'occupation et de l'utilisation de l'espace littoral, avec un impact négatif sur les écosystèmes côtiers et sur les bioressources côtières. Une autre pression anthropique, c'est la pêche. La pêche est raisonnée, sélective, minotière. La pêche minotière, c'est une pêche qui prélève des grandes quantités de petits poissons qui sont destinés à alimenter les poissons d'élevage. Et donc, ce sont des pratiques destructrices qui engendrent donc une surpêche et comme effet, c'est la fragilisation des écosystèmes et l'épuisement des stocks exploités et le déclin de la biodiversité. Et enfin, dernière pression, c'est le développement des systèmes d'aquaculture intensive qui sont consommateurs de nutriments, d'énergie et qui sont générateurs de pollution et qui ont un impact négatif sur les habitats et les environnements où ils se trouvent et qui accentuent donc l'effet négatif de la surpêche sur les stocks exploités. En conclusion,
Donc, je pourrais dire que ces pressions compromettent la durabilité des bioressources dont la contribution est de plus en plus essentielle à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ce qui engendre une stagnation de la production halieutique, comme vous le voyez sur ce graphique, donc stagnation autour d'environ 90 millions de tonnes, et ceci dure depuis les années 90 en bleu, donc toujours en bleu foncé, c'est les apports de la pêche continentale, et puis en bleu clair, les apports de la pêche marine et océanique. Alors, quant à l'aquaculture, qui est en violet et en mauve, malgré la forte croissance, j'ai dit que ces dernières années, cette aquaculture, et comme le montre le graphique, a enregistré des niveaux records. Donc, malgré aussi son rôle important dans les économies locales et son importance dans la production alimentaire, puisque nous avons dit que l'essentiel des élevages, donc de ce que fournit l'aquaculture, est destiné à la consommation humaine. Donc, malgré cela, les pratiques qui sont actuellement d'usage menacent la sécurité alimentaire et les équilibres écologiques aquatiques. Alors, l'enjeu pour la pêche est donc de conserver un niveau de production constant, mais aussi et surtout la diversité des espèces. Quant à l'aquaculture, l'enjeu majeur est d'accroître la production tout en respectant l'environnement. Pour cela, il faut une gestion efficace et durable des bioressources aquatiques afin d'assurer une vitalité socio-économique durable des pêches. Et c'est ma collègue, Madame Olfa Ben Abdallah, qui est maître de conférence à l'Institut national des sciences et technologies de la mer de Sfax, qui va nous en parler. Il faut aussi des nouveaux modèles d'élevage faisant appel à des innovations technologiques et écologiques afin de réduire l'impact environnemental de l'aquaculture et conserver son accroissement. Et de cela, c'est notre collègue, Madame Inès Benachmis, en remplacement donc de notre collègue professeur Arzeza de l'Institut national des sciences et technologies de la mer de Tunis, qui va nous en parler. Et enfin, il faut la valorisation de bioressources aquatiques par le développement de bioproduits pour l'alimentation, la santé et le bien-être, dont va nous parler Madame Salwa Sadr, professeure à l'INSTM, donc le même institut, Institut national des sciences et technologies de la mer de Tunis, et qui est directrice du laboratoire de biotechnologie dans cet institut. À vous la parole, Madame Olfa, et j'insiste sur les 10 minutes. Je vous remercie. Donc, bonjour, merci Madame Onkolso. Donc, je vais présenter les solutions pour remédier aux menaces et aux défis que font face les ressources marines vivantes. Donc, l'augmentation de la consommation mondiale des produits alimentaires d'origine aquatique ont eu comme conséquence le développement et la modernisation des techniques de pêche, et donc l'évolution dans l'espace des activités de pêche et l'exploitation excessive de certaines ressources. Ce qui a conduit ainsi à un développement économique des communautés dépendantes de cette activité, mais aussi qui a apporté des menaces pour la biodiversité. Donc, afin de maintenir des stocks de poissons sains et préserver la biodiversité marine, pour les générations futures, la gestion durable des ressources se repose sur certaines mesures
qui permettent de soutenir les moyens de subsistance des communautés côtières en garantissant la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Cette gestion doit impliquer les acteurs locaux et respecter les cadres réglementaires afin de promouvoir les pratiques de pêche responsables et prévenir la dégradation des ressources. Multiples sont les défis auxquels les ressources marines vivantes sont confrontées. Et donc, déjà, Madame Kulthum a déjà évoqué dans sa présentation. Et c'est ainsi que la gestion durable doit reposer sur une combinaison de principes tels que la préservation de la biodiversité, l'approche écosystémique, le principe de précaution, l'utilisation durable, la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et le cadre juridique international ainsi que l'économie bleue. Donc, en effet, pour gérer durablement les ressources, certains outils ou solutions doivent être mis en œuvre, particulièrement la réglementation et les politiques de conservation, la gestion basée sur les écosystèmes, le développement d'une aquaculture et d'une pêche responsable, la création et l'établissement d'aires marines protégées, ainsi que la modélisation des écosystèmes marins. L'atténuation des impacts de la surpêche et l'épuisement des stocks peut être assurée par la mise en œuvre de mesures telles que des quotas de pêche, des restrictions sur les engins de pêche et la création de zones marines protégées. Alors que le renforcement des mesures de surveillance, d'exécution et de traçabilité est essentiel pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui menace fortement les ressources marines vivantes, mais particulièrement les ressources halieutiques, et qui, par ces outils et moyens de surveillance, peuvent garantir la durabilité des ressources marines. En effet, les avancées technologiques et la création et la conception de technologies innovantes au service de la gestion durable ont permis de développer des systèmes de surveillance sophistiqués qui peuvent aider à surveiller et protéger les ressources marines de manière plus efficace. On parle ici de systèmes VMS et AIS qui permettent de suivre et de tracer les routes des unités de la pêche et de surveiller leurs activités au niveau des zones de pêche, mais aussi de tracer les routes des unités navigant dans les eaux marines et donc de surveiller les vidanges en ce qui concerne les polluants au niveau des espaces marins. Donc, en ce qui concerne la pollution et la dégradation marine, la gestion de la qualité de l'eau et la prise d'initiatives en matière d'économie circulaire peuvent aider à atténuer les effets de cette pollution. La mise en œuvre aussi de mesures visant à réduire les émissions de carbone, à protéger les habitats côtiers et à renforcer la résilience des écosystèmes marins peut contribuer efficacement à atténuer les effets de changement climatique et l'acidification des océans. Par l'adoption du concept de l'économie bleue et en tirant profit des progrès réalisés dans le domaine des technologies marines et des énergies renouvelables, il serait possible ainsi de trouver un équilibre entre les efforts de conservation et le développement économique pour assurer leur durabilité à long terme des ressources marines. Cela nécessite une planification minutieuse, l'engagement et la sensibilisation, ainsi que l'éducation des parties prenantes et la collaboration internationale en vue de l'instauration d'une conservation holistique des ressources marines, tenant compte de l'interconnexion des écosystèmes et des interactions complexes entre leurs différentes composantes. En effet, protéger les zones marines et préserver les écosystèmes clés par l'établissement d'aires marines protégées et le développement de techniques de pêche plus sélectives et respectueuses, permettant ainsi de réduire l'impact de la pêche tout en sauvegardant la diversité marine et tout en protégeant les écosystèmes emblématiques ainsi que les ressources sensibles. Afin d'optimiser ces outils de gestion
et de développer des solutions innovantes pour renforcer la résilience des ressources marines face aux activités scientifiques, face aux activités humaines. Il est primordial de renforcer la recherche scientifique et le transfert technologique qui permettrait de comprendre le comportement des espèces marines dans l'objectif d'adapter au mieux les pratiques de gestion et améliorer la sélectivité des engins de pêche pour préserver les ressources exploitables. Parmi les solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre, l'établissement de chachères marines offrant la possibilité de reconstitution des populations marines en absence de pression de pêche. Il y a aussi l'implantation de récifs artificiels dans les écosystèmes sensibles, ce qui permet de créer de nouveaux habitats pour les espèces marines et augmente ainsi la diversité des écosystèmes tout en favorisant l'accroissement des populations marines. Il y a aussi l'adoption de techniques innovantes pour valoriser les déchets issus des activités marines et aquacoles et développer une aquaculture circulaire et respectueuse de l'environnement. Donc, la mise en œuvre de ces solutions permettra de préserver et de restaurer la santé des écosystèmes marins, les rendant plus résilients face aux défis environnementaux et climatiques et assurera la pérennité de l'exploitation halieutique et aquacole. Ces initiatives contribueront aussi à stimuler l'économie bleue. Toutefois, pour mettre en œuvre ces solutions de manière coordonnée et efficace au niveau local, national et international, une gouvernance ambitieuse impliquant tous les acteurs concernés sera essentielle. Et merci pour votre attention. Merci, Madame. Vous avez la parole, Madame Inès. Venez à ma place, venez à ma place. C'est bon. Bonjour, donc je suis là pour remplacer le professeur Aziz qui est malheureusement absent. Donc pour aborder la question des innovations technologiques écologiques du secteur aquacole et surtout vous parler de l'exemple de ce qu'on appelle la MTI, donc l'aquaculture multitrophique intégrée. En fait, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce qu'on nous on définit l'aquaculture, donc enfin dans le milieu des aquaculteurs. Donc c'est vraiment l'aménagement d'un écosystème et surtout la maîtrise du cycle biologique des espèces que l'on va exploiter dans cet écosystème. Et j'aimerais que l'on soit aussi conscient du fait qu'au même titre que l'agriculture a été dans l'Antiquité une révolution pratiquement pour l'humanité. Donc on est passé d'un chasseur-cueilleur à un agriculteur. C'est ce qui nous a permis la sécurité alimentaire et surtout donc sécurité alimentaire, donc ensuite le développement. Aujourd'hui, on est face à la nécessité de passer de pêcheur-collecteur à aquaculteur. Donc, en tout cas, moi, étant du bord des aquaculteurs, c'est une nécessité. Il y a des impacts, oui, mais c'est une nécessité. Maintenant, est-ce que c'est une évolution, une mutation, une révolution? Bon, c'est à nous d'en décider. Je veux dire, est-ce qu'on va être violent et pas respecter l'environnement ou faire ça de façon constructive? On a les moyens de savoir, on a des connaissances. À nous de faire en sorte que l'on soit dans un développement durable, quoi. Alors, la durabilité, l'aquaculture, comme toute activité humaine, elle a des impacts, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux. Donc, comme le disait le professeur Benartine tout à l'heure, le fait d'utiliser une partie de la pêche pour des ressources minotières, est-ce que c'est durable? Non, pas vraiment. Ça n'a pas, enfin, c'est pas raisonnable. Maintenant, c'est quand même une nécessité parce que certains poissons, pour les poissons, il faut pouvoir leur donner une alimentation équilibrée. Cela dit, les avancées technologiques nous permettent actuellement, si on regarde l'apport des farines de poisson dans l'alimentation de l'aquaculture, elle a énormément baissé proportionnellement. Donc, quantitativement, on continue d'en consommer beaucoup parce que l'aquaculture a beaucoup augmenté, mais proportionnellement, dans la part de la formulation alimentaire, actuellement, nos poissons carnassiers mangent finalement du soja et des ressources végétales principalement. Et tout ça grâce à des améliorations technologiques qui consistent notamment à utiliser les techniques d'extrudage
pour la fabrication des aliments. Donc, ça permet de faire cuire ces farines végétales et donc de les rendre digestibles pour ces poissons carnassiers, le loup, la dorade, le saumon, qui dans leur vie, dans le milieu naturel, n'ont pas l'occasion de rencontrer du soja ou d'autres ressources végétales. Mais c'est une nécessité. Un point qu'il faut quand même voir concernant l'intérêt de l'aquaculture et par rapport à l'impact en fait de la production de l'aquaculture, c'est que en fait les poissons d'aquaculture sont principalement une source de protéines pour nous et puis d'acides gras polyinsaturés. Si l'on voit ici sur ce graphique l'impact des différentes sources de protéines animales sur les gaz à effet de serre, finalement, les poissons d'élevage, ils sont entre les ressources végétales, donc les haricots, comment ça s'appelle, les lentilles et les poulets. On est vraiment sur je veux dire, relativement enfin, au bœuf et aux moutons, on est quand même sur des impacts qui sont quand même limités. Je veux dire, on est des bons élèves, hein, je dirais, les aquaculteurs. Enfin, je me mets dans le groupe des aquaculteurs vu que j'y travaille. On est des bons élèves, mais on peut toujours mieux faire. Là, ici, je vous donne des indicateurs concernant les impacts environnementaux, pas que sur l'effet carbone, mais aussi en termes de consommation d'eau pour la production d'1 kilogramme de chair, en termes d'occupation au sol. Je veux dire, surtout l'aquaculture offshore qui est en pleine mer, bon, il y a quelques infrastructures à terre pour les soutiens logistiques, pour le calibrage, pour la commercialisation, mais le principal de l'activité est en pleine mer. Donc, il y a une occupation au sol qui est limitée. En taux de conversion alimentaire, on est nettement inférieur à tout ce qui est viande terrestre. J'aurais préféré vous présenter le poulet à la place du porc, mais bon, le poulet et le porc, c'est à peu près assez semblable en termes d'impact environnementaux. Les poissons sont... Enfin, ceux qui font mieux que les poissons, ça va être les bivalves, parce que les chers amis, là, ils sont juste en train d'extraire ce qu'il y a dans le milieu naturel, on ne leur donne pas à manger, donc quelque part, ce sont des auxiliaires pour nous, quoi. Au niveau du laboratoire, les actions qui sont actuellement mises en œuvre pour contribuer au renforcement de la durabilité de l'aquaculture, il y a d'une part le développement des systèmes innovants de type AMTI, donc aquaculture multitrophique intégrée, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'utilisation de ce qu'on appelle les smart technologies, notamment pour l'offshore, ça va être l'utilisation notamment de logiciels, enfin d'intelligence artificielle, de caméras au niveau des cages pour pouvoir ajuster l'alimentation et limiter justement le gaspillage d'aliments. En fait, chaque aliment perdu est un aliment qui pollue et puis c'est une perte économique, donc ça impacte la durabilité. Donc optimiser ce poste alimentaire est essentiel. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne la planification spatiale, donc ce qu'on appelle les ASA, les zones allouées, enfin le développement des zones allouées à l'aquaculture. Et là, on va intégrer aussi bien les conflits d'usage, le fait de ne pas installer des élevages d'aquaculture au-dessus de zones de posidonie qui sont à préserver, calculer les capacités de charge du milieu récepteur. Donc, on va pouvoir déterminer de quelle taille et quel type d'élevage on va pouvoir installer dans le milieu pour éviter qu'il y ait des impacts majeurs. Et sinon, donc là, la partie que j'aimerais exposer là, ça va être donc les AMTI. Alors, les AMTI, c'est quoi en termes de concept? C'est ajouter à l'élevage en cage où on a les poissons, la production d'autres espèces, qu'on va appeler des espèces extractives. Et donc, ces productions qui sont des productions annexes, hein, qui vont compter pour quelques pourcents, je veux dire, ça va pas être des masses astronomiques, hein. Donc, ces biomasses doivent être extractives et valorisables. Et en fait, leur rôle, ça va être de réduire l'impact des matières relarguées. Donc, qui dit élevage, il y a forcément des matières relarguées dans le milieu. Donc, les matières relarguées en question, ce sont les aliments non consommés par les poissons, parce qu'il peut y avoir des particules qui passent à travers les filets, les fesses des poissons, hein, donc les métabolites aussi, quand ils consomment un aliment, ils vont relarguer des métabolites dans le milieu, et puis les produits de dégradation de tous ces déchets-là. Alors, les organismes qu'on va installer, ça va être autour de la cage. Donc, en première position, il y aura ce qu'on appelle les organismes filtreurs.
qui vont filtrer la matière organique particulière et pour faire une biomasse. Donc, en général, ça va être des mollusques, des moules ou bien des huîtres. Et nous, ici en Tunisie, on a introduit une innovation avec l'introduction de palourdes dans des systèmes accrochés, quoi. Les autres organismes qu'on va pouvoir installer, ça va être des organismes benthiques détritivores qui vont être installés sous les cages. Et leur rôle, eux, ça va être de transformer la matière particulière sédimentée en biomasse exploitable. Alors actuellement, on a des essais sur les holothuries, les oursins. Bon, je ne pense pas que les Tunisiens mangeront demain matin des holothuries en Tunisie, mais c'est quand même à l'échelle internationale un produit qui a une très forte valeur. Donc voilà, ça peut devenir un produit d'exportation et donc une ressource économique supplémentaire. Et puis, un peu plus loin, mais là en suspension, on est en train de faire des essais avec des organismes photosynthétiques, donc des macroalgues de type gracilaire. Et ces organismes-là, eux, vont être chargés de consommer les métabolites, enfin, les matières inorganiques dissoutes, donc issues de la décomposition des matières, et qui, avec la photosynthèse, vont fabriquer des biomasses qui peuvent être exploitées donc en macroalgues, qui, elles, par le biais de la biotechnologie, vous verrez peut-être plus tard avec ma collègue Salwa, vont permettre de produire des molécules pour l'industrie. Alors, tous ces éléments qu'on a introduits, en fait, finalement, ils permettent un recyclage partiel des matières relarguées. Hein. On ne peut pas prétendre recycler 100%, on est quand même dans un milieu ouvert, même si on va placer ces organismes en fonction des courants dominants et donc on va essayer d'extraire le maximum, on ne pourra jamais extraire 100% des matières introduites dans le milieu. Donc cette réduction des déchets va permettre en fait de limiter l'impact en termes de pollution et puis la production de biomasse annexe qui, elles, vont jouer finalement le rôle de biofiltre, quoi. On a une protection de la qualité de l'environnement, une augmentation des performances économiques et une éco-intensification en fait, de la production sur le site et la création de nouvelles filières économiques, la conculiculture dans ces zones-là, en mer ouverte. Et donc, tout ça va finalement aussi impacter l'amélioration de l'acceptabilité sociale parce qu'on va avoir des créations d'emplois, donc des conculiculteurs en plus des aquaculteurs, et puis la diminution de l'impact environnemental, donc l'acceptabilité sociale même au niveau du consommateur, de celui qui va acheter les produits. Et il faut savoir aussi qu'actuellement, bon, peut-être pas tellement en Tunisie, mais au niveau international, de plus en plus, le consommateur veut savoir quel est l'impact environnemental du produit qu'il achète. Quelque part, c'est essentiel parce que cette puissance en fait de décision du consommateur est quelque chose qui va vraiment impacter les orientations et les choix stratégiques des entreprises. Et donc, on va avoir avec toutes ces actions une contribution à la durabilité de l'aquaculture offshore. Tout ceci a été... Bon, j'aurais voulu vous donner des chiffres ou des courbes et tout ça, mais bon, là, c'était trop rapide. Je vous invite à aller voir sur le site du projet. Ça a été réalisé dans le cadre d'un projet transfrontalier Tunisie-Italie. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Alors, vous m'écoutez, ça va. Alors, bonjour. Je suis heureuse d'être avec vous et je vous remercie pour nous avoir associés à ce colloque international fort important. Je pense que mes collègues, elles ont très bien contribué à présenter les activités de notre institution, mais peut-être que je vais en profiter parce que là, ils ont tout parlé, je pense, mais je vais compléter par certaines activités. Et là, j'en profite parce que
collègues français peuvent visiter notre institut qui est au Port Punique de Carthage, là où il y a un musée que vous pouvez aussi visiter. Donc l'INISTM, c'est un institut de recherche qui est étalé et qui est composé de 8 centres étalés depuis Tabarka jusqu'au sud de Jalsis. Moi-même, je suis à La Goulette, donc et notre institution et nous sommes groupés sous forme de laboratoire et je suis dans le laboratoire de biotechnologie, biotechnologie et bioproduits aquatiques. Je vais passer tout ça parce que ça a été longuement discuté ce matin depuis hier concernant le système agroalimentaire. Auquel j'aimerais juste attirer votre attention que la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce sont les produits qui sont le plus commercialisés à l'échelle internationale. Ce point est important pour vous dire que qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, dans quelles mesures faut-il prendre. En Tunisie, ce sont des produits qui sont classés entre le 2e et 3e rang, des produits agroalimentaires exportés. Je passe sur ça aussi. Ces produits halieutiques sont importants pour leur richesse en macroéléments et surtout parce que, en plus de leur contribution en tant que source de protéines, donc avec les oméga 3, les micronutriments. Ce qui fait qu'à l'échelle internationale, il y a cette tendance d'augmentation de consommation. Malheureusement aussi, c'est un point important, que l'Afrique est le continent qui consomme le moins de poissons. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il faut prendre des mesures par rapport à ça. Aussi, ma collègue Inès, elle a fortement parlé aussi de la soutenabilité de ce secteur qui est aussi, dans certains cas, non soutenable dans le sens où il y a une contribution à l'impact. Et c'est là que la FAO, elle a voulu passer à la transformation bleue, tenant compte d'améliorer la production, améliorer la nutrition, l'environnement et améliorer les conditions de vie d'une manière générale. Donc, pour cela, il faut assurer cette transition bleue. Comment l'assurer? Bien sûr, comme l'a dit Inès, augmenter la pêche et l'aquaculture régénératrice pour augmenter la séquestration du carbone bleu, augmenter la production de biomasse alternative. Inès a parlé des espèces extractives et moi je vais parler des espèces alternatives et renouvelables. Insérer les services aquatiques, Madame Belhassine en a parlé. Améliorer la qualité et la traçabilité des produits aquatiques, réduire la perte et le gaspillage des produits aquatiques et augmenter la chaîne de valeur. Donc, la biotechnologie bleue est bien placée pour répondre à ce défi et c'est le seul secteur où il est bien défini par sa matière première. Donc, je vais présenter comment notre laboratoire contribue à cette transition bleue. D'abord, à travers la diversification des produits alimentaires, donc, et principalement visée à valoriser les espèces à faible valeur commerciale, améliorer la préservation des aliments en utilisant des antimicrobiens, des antioxydants naturels, qu'on extrait de biomasse, bien sûr, et utiliser les biomasses alternatives. Quand je parle de biomasse alternative, à savoir les levures marines, les micro-organismes, les micro-algues et les macro-algues. Améliorer la qualité, parce que c'est important quand on améliore la qualité, surtout la qualité nutritionnelle et la traçabilité des produits. Donc, on doit aussi valoriser les déchets ou les coproduits que j'appelle pas des déchets, et cela pour contribuer à l'économie circulaire. Et le dernier, donc c'est la biorémédiation, c'est un traitement, par exemple, des effluents à travers les micro-organismes.
Donc, rapidement, dans notre laboratoire, par exemple, pour l'extraction, les microalgues peuvent améliorer la préservation des aliments. Et dans ce contexte, on a les EPS, ce sont, comme vous voyez sur la photo électronique, ce sont des extrapolysaccharides qui sont extraits à partir du microalgue. Et on a trouvé qu'ils ont amélioré la préservation. C'est un biofilm qui a été utilisé pour préserver de la viande rouge, et les données, ils ont été très probants puisqu'il a il a amélioré l'oxydation protéique et même lipidique, et aussi la stabilité microbiologique. Les levures marines, c'est une autre. Donc, les levures marines, c'est comme les levures qu'on utilise dans le pain, mais seulement elles sont extraites à partir du milieu aquatique, de diverses sources. Et on a trouvé des sources, des espèces qui ont la capacité de produire des colorants, des pigments, des caroténoïdes. Et ces caroténoïdes, ils sont importants en termes pour l'humain. Et vous savez que les caroténoïdes, c'est important pour à prendre en complément alimentaire. Dans ce cas, donc je fais vite parce qu'on m'a demandé de le faire vite. Donc ici, on utilise diversifier les produits qu'on retrouve sur le marché. D'une part, moi, je trouve que c'est plus important d'offrir un produit qui soit prêt à la consommation. D'une part, pour les ménagères qui n'ont plus beaucoup de temps pour pour faire la cuisine du poisson, et d'autre part, pour utiliser les coproduits qui sont générés lors des transformations. Donc là, ça, c'est le cas du maigre, c'est un produit d'aquaculture qu'on a fait aussi sous forme de burger en conserve. Mais on a fait divers nouveaux produits, à partir des poissons de faible valeur commerciale. Aussi pour les moules, comme a dit, c'est une espèce extractive, le crabe, etc. Donc, plusieurs activités ont fait. Nous avons voulu aussi valoriser les espèces à faible empreinte carbone. Et là, je parle du mulet, c'est aussi une espèce qui n'a pas un impact carbone important, et qui sont des poissons de barrage. Pourquoi on s'intéresse aux poissons de barrage, et en particulier on travaille en collaboration avec le laboratoire d'aquaculture, parce que c'est une source pour les riverains au niveau des barrages qui peuvent profiter de ces sources de protéines et donner une source de revenus pour les gens qui sont à faible revenu. Donc c'est important sur le plan social. Donc, pour cela, aujourd'hui, on a dit que les Tunisiens n'aiment pas les poissons d'eau douce. C'est pour cela qu'on a visé à les valoriser à travers différents types de transformations, comme le fumage. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous proposer au déjeuner pour tester un produit de barrage qui a été transformé, et aussi tester le couscous au poisson que vous allez avoir au déjeuner aujourd'hui. Donc là, bien sûr, cela est complété par des analyses biochimiques importantes, et on a voulu démontrer l'aspect nutritionnel qui reste important pour ces poissons. Donc, pour les enfants, on aimerait bien produire, on a produit de la poudre protéinée pour l'incorporer à partir de la carpe, pour la présenter pour les enfants en tant que snack, donc c'est riche en protéines. Et on a fait les analyses aussi bien pour la chair, la poudre et les barres, et on a trouvé que sensoriellement, ils ont été bien appréciés par le consommateur. On pense aussi, on a donc toujours voulu utiliser les coproduits de poisson pour en extraire l'huile, mais pour faire aussi de la farine. Et ces farines ont été utilisées pour faire des croquettes pour les animaux. Et l'huile, elle est riche quand même, elle a un ratio PADHA qui est important.
toujours avec les coproduits, on a voulu extraire des molécules à haute valeur commerciale comme la kétine ou le chitosane qui est utilisé dans divers domaines cosmétiques, même médicinales. Et pour ici, on a fait avec une collègue du laboratoire d'aquaculture, elle a testé le chitosane comme une protéine qui a un effet antiviral pour les poissons d'aquaculture. Toujours pour réduire la perte et le gaspillage, on a donc ici le crabe bleu qui a envahi la Méditerranée. Et donc, au départ, c'était un problème, mais maintenant, c'est une source de revenus et il peut être valorisé en tant que chair, en tant que coproduit, etc. Donc, tout à l'heure, on a parlé de traçabilité. C'est important, la traçabilité, surtout pour les produits de pêche qui proviennent d'un peu partout. Et même en Tunisie, maintenant, on reçoit des palourdes qui proviennent de Chine. Donc ça, c'est pour vous dire que l'importance de la traçabilité, il faut connaître, assurer la traçabilité depuis la pêche jusqu'au consommateur parce qu'il a le droit de savoir d'où est-ce que ça provient. Faire tout ça, il faut avoir les compétences nécessaires pour assurer la qualité, pour assurer les résultats. Et cela ne peut être fait qu'à travers, et ça c'est une exigence si on veut exporter, il faut avoir des laboratoires accrédités. Et le laboratoire accrédité, selon la norme ISO 17025, notre laboratoire, et c'est pour répondre à un besoin national qu'on a accrédité le laboratoire de biotechnologie bleue, pour pouvoir exporter les palourdes, et on a commencé avec les biotoxines. Maintenant, nous avons 15 paramètres qui sont accrédités pour que le produit soit reconnu à l'échelle internationale. Je pense qu'on a, bon, j'ai tout. Voilà. Et je vous invite pour le déjeuner, pardon, de faire le test, de répondre si vous voulez. Un petit test pour savoir votre perception du produit qu'on a développé pour vous. Merci. Juste, on a besoin de vos emails pour vous envoyer le lien sur email. Est-ce qu'il y a des questions? On donne la parole à la salle. On peut prendre. Ah, d'accord. On va prendre... non, question par question. Oui. Alors, merci aux intervenants pour ces présentations riches. Alors, moi, j'aimerais réagir par rapport à la question de l'aquaculture, la pisciculture offshore. Bon, vous avez cité les systèmes intégrés. Est-ce que ça se fait sur le terrain? Le projet européen que j'ai cité, donc Patinaire, il y a une particularité, c'est que les expérimentations ont été faites en collaboration avec les producteurs. Il est clair qu'au niveau du laboratoire, on ne peut pas financer nous-mêmes des cages en offshore et toute la logistique liée au suivi et au développement des poissons dans des cages offshore. Donc, c'est un travail qui a été fait sur terrain avec des producteurs sur la région de Monastir. Et justement, alors, je ne dirais pas qu'ils vont produire toutes les espèces extractives, mais en tout cas, sur un premier pas, la plupart actuellement sont intéressés à introduire les bivalves comme espèces extractives. Parce que le problème, si je prends la région de Cheb, d'après les travaux d'écotoxicologie que nous avons réalisés depuis 1990, c'est le site qui est considéré le moins pollué dans la région du golfe de Cabès. Or, Cheb, chaque année, il y a de nouvelles cages. Et j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de conscience quant à la gravité de l'impact de cette pisciculture offshore sur le fond. Je ne sais pas si au niveau, peut-être les textes, vous connaissez beaucoup mieux que moi, est-ce qu'il y a des textes, une législation claire qui va limiter, qui va imposer des règles du jeu? C'est ça. À ma connaissance, les cages ne doivent pas être installées à moins de 3 km des côtes.
Maintenant, on n'a pas encore développé ce qu'on appelle l'ASA pour toutes les côtes tunisiennes. Le travail a été fait sur la zone de Monastir qui concentre à peu près 80% de la production offshore en Tunisie. Donc, on est bien avancé à ce niveau-là. Il est question actuellement sur un projet avec la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture d'étendre notre étude ASA sur l'ensemble du territoire. Donc, ça va être fait dans les années qui viennent. Et dans les ASA, en fait, on va intégrer la capacité de charge, donc c'est-à-dire la capacité du milieu à recevoir une biomasse. Donc sa résilience, en fait, c'est sûr qu'à côté d'une zone UAD Posidonie, il n'y aura pas d'installation. Il faut qu'il y ait suffisamment de courant, suffisamment de fonds, que ce soit suffisamment accessible depuis un port, parce qu'il faut voir que si on doit mettre aussi une cage offshore à 15 km du premier port, bah, votre impact carbone, lui, il va monter en flèche du fait que quotidiennement, les bateaux vont devoir aller alimenter, pêcher, entretenir l'infrastructure. Donc en fait, il faut quand même un juste équilibre. L'impact zéro, je suis désolée de vous le dire, mais ce ne sera pas possible. Cela dit, si on compare l'impact de la biomasse poisson produite en offshore par rapport à la biomasse élevage intensif de bovins, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est quand même plus acceptable. Maintenant, impact zéro, ce ne sera pas possible. Impact raisonnable, acceptable, c'est quelque chose qui doit être fait en intégrant tout le savoir que l'on a, continuer à intégrer du savoir parce qu'on ne sait pas tout. Et j'espère qu'on va y arriver dans les années qui viennent. Alors, pour la pisciculture en bassin, sur terre, là, nous avons fait des travaux de recherche qui ont montré la présence de produits toxiques utilisés pour le nettoyage des bassins. Donc, là, encore une fois, est-ce que la réglementation, est-ce que le gouvernement, ou du moins les responsables, sont conscients de la gravité ou des normes qu'il va falloir respecter dans ce domaine? Alors, au niveau de la réglementation tunisienne, on a adopté la réglementation européenne, donc elle est tout aussi stricte. La partie comment dire, qualité au niveau des produits, c'est-à-dire santé pour le consommateur des produits aquacoles, sont suivis dans le cadre de ce qu'on appelle le PSPC, c'est le plan de surveillance, plan de contrôle, qui est dirigé par la Direction générale des services vétérinaires. Donc il y a des analyses qui sont faites, il y a un plan d'échantillonnage et c'est très strictement suivi. Maintenant, les pratiques, donc, par exemple, les produits hautement toxiques, je ne sais pas si vous pensez au verre de malachite, c'est interdit, ce n'est plus du tout utilisé, et en élevage marin, normalement, c'est plus du tout utilisé. Les antibiotiques, vu le coût des antibiotiques, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun aquaculteur qui va utiliser des antibiotiques juste pour le plaisir de le faire. S'il y a des besoins d'antibiotiques, de toute façon, au niveau de la DGSV, ça doit être prescrit, il y a des temps de latence, ça ne va pas se retrouver dans l'alimentaire. Maintenant, c'est sûr qu'à chaque utilisation d'antibiotiques, il y aura un impact environnemental. En offshore, c'est rarissime que l'on utilise des antibiotiques. À terre, en général, actuellement, ce que l'on a à terre, c'est des infrastructures type écloserie. Donc, par nécessité, le stade écloserie, le poisson plus petit, c'est le plus fragile, c'est le plus délicat, il y en aura. Comme je vous dis, l'impact zéro ne sera pas possible. Mais il faut vous dire qu'au niveau écloserie, on est le plus souvent actuellement dans ce qu'on appelle les RAS, des systèmes à recirculation de l'eau. Donc, on ne gaspille pas des quantités astronomiques d'eau, il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques dans le milieu. Alors, juste une dernière, si vous permettez. Oh. Ah. Vous voulez continuer? Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Katia Boissevin. Je voudrais commencer, je suis anthropologue, donc déjà je commence par ça pour dire que je suis pleine d'admiration pour tout votre savoir et tout ce que vous faites, auquel je ne comprends pas tout. Mais j'ai une première remarque très rapide qui est pour dire que visiblement l'élevage des bovins et des ovins est très masculin, puisqu'hier on a eu un panel uniquement d'hommes et que l'aquaculture est visiblement très féminine. Donc déjà... c'est le hasard. Vous savez, il n'y a pas toujours de hasard. Hein. Le hasard, il faut s'en méfier. J'avais une remarque à propos de ce que Madame à gauche, je ne vois pas votre nom, je suis désolée, disait sur les avancées technologiques utilisées pour la protection de l'environnement. Et je me disais qu'il faut aussi penser à ces avancées technologiques en termes d'exploitation de l'environnement. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps une émission très intéressante sur la manière dont les systèmes GPS étaient utilisés par les flottes
de bateaux de pêche chinois qui se braquent sur les bancs de poissons comme ça très rapidement et qui arrivent en armada très forte sur des zones de pêche et qui siphonnent tout. Ça m'avait fortement impressionné, donc je pense que ça, il faut... Je ne dis pas ça pour vous, hein, bien entendu, vous le savez, mais pour nous tous, l'avoir en tête que les technologies sont réversibles. Et puis, je voulais venir sur un mot que j'ai entendu plusieurs fois ce matin, dans le panel précédent aussi, qui était « nous sommes obligés ». Nous sommes obligés de ceci, nous sommes obligés de cela. Donc, cette notion de nécessité, je vous redis, hein, je vous l'ai dit, je suis anthropologue, donc j'ai tendance à mettre le doigt là où c'est un peu casse-pied, quoi. Vous avez parlé très vite des poissons carnassiers auxquels on donne du soja et d'autres choses. Ça m'a évidemment fait penser à la crise de la vache folle d'il y a quelques années, à qui on donnait des farines animales, alors que les vaches sont herbivores. Et donc voilà, la question de la nécessité, je ne sais pas si une d'entre vous peut nous dire quelque chose là-dessus, et aussi la question sociale dans tout ça, puisque vous avez très justement dit qu'il y a la puissance de décision du consommateur. Moi, qui vis en Tunisie depuis quelques années, mais ailleurs c'est pareil, hein, c'est partout pareil, la puissance du consommateur, la puissance de décision du consommateur, elle est socialement située bien souvent. Et parmi mes amis qui consomment du poisson comme moi, quand on a le choix entre un poisson d'élevage et un poisson sauvage, on choisit le poisson sauvage parce qu'on a les moyens d'acheter du poisson sauvage, et que sinon, quand on va au marché avec des gens qui ont moins de moyens, eh ben on se rue sur les poissons d'élevage parce que c'est quand même moins cher. Voilà, donc cette question de nécessité et de distinction sociale aussi qu'il faut malheureusement avoir à l'esprit dans tout ça. Je vous remercie beaucoup. Ah. Oui. Vous répondez. Je vais juste, quand on aura clôturé, dire deux mots. De manière très concise. Qui va répondre? Je crois que oui, vous êtes, et vous aussi. Alors, bon, pour les bateaux, c'est tous les bateaux qui sont équipés. Nos poissons carnassiers, actuellement, l'élevage est surtout développé sur les poissons carnassiers parce que c'est un investissement et que donc, on va avoir tendance à produire des poissons qu'on appelle nobles, qui ont une valeur économique importante. On ne va pas élever en offshore du mulet, quoi. Donc, ça a été les carnassiers. Maintenant, si on veut rester sur le régime pur du carnassier et lui donner de la farine de poisson, ce n'est pas... D'abord, économiquement, c'est trop cher. D'un point de vue durabilité, ça pose des questions. Ce n'est pas raisonnable. En avoir fait des poissons qui vont digérer des protéines végétales rendues digestibles par la technologie, moi personnellement, ça ne me pose pas un problème fondamental dans le sens où je veux dire, c'est pratique et c'est faisable et les poissons vont bien. Mais l'avenir, ça va être ce qu'on appelle les farines d'insectes. Et ils vont redevenir carnassiers. Inès, c'est bon. Bon, vous avez parlé... Madame, vous avez parlé de bateaux chinois équipés de GPS, mais tous les bateaux sont équipés de GPS actuellement. Mais je voudrais vous dire, il y a les pays pêcheurs-pilleurs qui pillent, qui ont des flottilles énormes et qui pillent les ressources de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. D'accord? Ça, c'est autre chose. Mais du point de vue technologique, maintenant, si vous parlez du GPS, il y a d'autres technologies qui sont beaucoup plus encore puissantes et peut-être utilisées par ces bateaux chinois. Et japonais, oui. Chinois, japonais et russes probablement. Oui, c'est juste pour rajouter quelque chose. Et de l'Asie. C'est donc la modernisation des activités et des outils de pêche qui a fait que l'utilisation de ces technologies ont facilité l'accès à la ressource. Mais en fait, après cette modernisation et le déclin des ressources et le déclin des ressources halieutiques surtout, qui a fait qu'on est du côté de l'utilisation de ces avancées technologiques
pour la surveillance des ressources. Donc, on utilise ça pour des fins, mais après, pour ajuster les objectifs et remédier aux contraintes, on est obligé d'utiliser les mêmes technologies pour des fins de conservation. Ça va. Alors, monsieur? Oui, alors, d'abord, je voudrais vous dire l'enthousiasme que suscitent vos travaux, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a toute une recherche corrective autour de l'aquaculture, et de l'avoir commencé à évoluer comme ça, c'est absolument remarquable et intéressant. Donc, merci beaucoup. Je voulais dire 2 mots. Quand on a parlé tout à l'heure de tourisme, et vous pouviez vous dire, mais qu'est-ce que ça fout là, comme cheveux sur la soupe, dans une matinée qui était très orientée vers des questions technologiques ou des questions de production, des questions d'enjeux sanitaires. Demain, nous aurons une matinée consacrée au tourisme. Il se trouve que notre ami François doit nous quitter, et donc on lui a consacré un petit moment. Et je voulais juste dire qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est la question des restes et du gaspillage. 30% des productions alimentaires sont gaspillées à différents niveaux de la chaîne, et il en est une qui est très particulière, c'est celle du tourisme. Dans cette problématique du tourisme de masse, qu'on va dire plutôt bas de gamme, dans lequel on est dans le all inclusive. Et merci d'avoir mis le doigt là-dessus. Bien sûr, demain, vous aurez des choses bien plus marquées autour de la découverte des cultures alimentaires à travers le tourisme. Edgar Morin, qui était mon directeur de thèse, disait « Le tourisme, c'est une machine à voyager dans les cultures. » Et que la première rencontre qu'on a en tant que touriste, la première rencontre concrète qu'on a à travers l'alimentation, c'est cette rencontre avec la culture du pays visité. Si on arrive à redonner cette dimension-là, il y a des enjeux importants. Mais il faudra se sortir, sans doute, de ce tourisme qui est... C'est pas qu'ici, parce que moi je viens en Asie et on a le même problème. Il y a une sorte on se retrouve face à pouvoir manger tout ce qu'on peut jusqu'à plus soif. Et voilà. Et en Asie, en plus, se mêlent différentes cultures, donc il y a des interdits, il y a à manger pour les Indiens, à manger pour les Chinois, à manger pour... Et c'est vrai que c'est facile pour les restaurateurs, mais on est dans un phénomène contre-productif. Merci de votre attention, merci de la qualité de vos présentations à toutes. Et c'était rigolo, merci de la remarque genrée de hier, l'élevage et aujourd'hui. Mais ce que vous avez en commun, c'est quand même la passion de ce que vous faites. Merci. Merci à vous. Alors, merci à tout l'auditoire et merci aux organisateurs, encore une fois, pour ce colloque et pour la qualité. Merci. Déjeuner. Alors, vous allez déguster. Alors, n'est-ce pas, Salwa?